L'été 1941. Entre Białystok et Minsk, les villages brûlent. Sur les routes de campagne, soulevant des nuages de poussière, les colonnes blindées allemandes avancent sans relâche, et face à elles, des fantassins soviétiques sans canons, sans mitrailleuses lourdes, avec pour seules armes des fusils, des grenades et des bouteilles remplies de kérosène. Ce que vous allez entendre, c'est l'histoire de comment une erreur de jugement catastrophique a failli coûter Moscou, et comment deux hommes ont eu 30 jours pour réparer cette erreur avec du métal, de la poudre et du génie. Les premiers jours de la guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique ont révélé une réalité brutale que les états-majors soviétiques n'avaient pas voulu voir. Les soldats de l'armée rouge se jetaient sous les chenilles des chars avec des gerbes de grenades attachées ensemble, tentaient d'enflammer les moteurs avec des cocktails incendiaires improvisés, tiraient des coups de fusil sur les fentes d'observation. Parfois, cela fonctionnait. Le plus souvent, non. Le char léger allemand Panzerkampfwagen II, que nous appellerons Panzer II, avec son blindage d'environ 20 mm, était pratiquement invulnérable à un soldat soviétique équipé seulement d'une vieille carabine à répétition. Quant au Panzer III et au Panzer IV, avec leur blindage atteignant 40 mm, toute tentative de les arrêter avec des moyens portables relevait du suicide pur et simple. Dans les états-majors régnait une confusion totale. Les rapports du front arrivaient, chacun plus alarmant que le précédent. Des unités d'infanterie écrasées par des coins blindés, des bataillons encerclés, des régiments anéantis. Dans les comptes rendus revenait sans cesse la même phrase « Rien pour combattre les blindés ennemis ». Les généraux regardaient les cartes où les flèches de l'offensive allemande progressaient chaque jour vers l'Est et comprenaient que le pays payait un prix terrible pour une seule décision prise 2 ans plus tôt. En 1939, le commandement militaire soviétique avait retiré les fusils anti-chars de la production et les avait rayés du système d'armement de l'armée. La décision semblait logique à l'époque, les chars évoluaient rapidement, le blindage s'épaississait et les hauts gradés avaient conclu qu'une arme légère portative était inutile contre les blindés modernes. L'argument principal était convaincant en apparence, l'adversaire probable utiliserait des machines bien protégées que le fusil anti-char ne pourrait pas percer. La production fut arrêtée. Les travaux de conception dans ce domaine furent gelés. Les effectifs des unités d'infanterie furent révisés en faveur d'autres types d'armements. Ce calcul se révéla d'une erreur catastrophique. L'Allemagne avait ouvert la guerre contre l'Union soviétique avec des chars légers et moyens. La guerre éclair, ce que les Allemands appelaient le Blitzkrieg, reposait sur la vitesse et la manœuvre, non sur la puissance blindée. Le Panzer II, le Panzer III, le Panzer IV, les chars tchèques Panzerkampfwagen 38T, voilà ce qui formait réellement l'épine dorsale des coins blindés de la Wehrmacht en 1941. L'épaisseur du blindage de la plupart d'entre eux ne dépassait pas 30 à 40 mm. C'est précisément contre ce type de matériel qu'un fusil anti-char aurait été l'arme idéale, bon marché à produire, simple à maîtriser et meurtrier jusqu'à 300 mètres. Mais il n'en existait plus. Les Allemands, soit dit en passant, ne partageaient pas le scepticisme des chefs militaires soviétiques. La Wehrmacht utilisait depuis les premiers jours de la guerre les fusils anti-chars Panzerbüchse 38 et Panzerbüchse 39. L'armée finlandaise avait employé avec succès les fusils suisses Solothurn durant la guerre d'hiver contre l'Union soviétique. Les Britanniques développaient leur propre modèle. Seule l'infanterie soviétique avait affronté le déferlement des blindés avec des grenades dans les mains. Dès les premiers jours de juillet 1941, il était évident que la situation devait être corrigée immédiatement. Dimitri Oustinov, commissaire du peuple à l'armement, rendit compte personnellement à Staline « L'infanterie n'avait rien pour combattre les chars allemands à courte distance. Les canons anti-chars manquaient cruellement et organiser leur production de masse dans les conditions de l'évacuation industrielle en urgence était impossible dans les délais nécessaires. Il fallait une arme simple, facile à fabriquer, bon marché, que l'on pourrait produire par milliers dans n'importe quelle usine de construction mécanique. La décision fut prise au plus haut niveau, créer un fusil anti-char dans les plus brefs délais. La mission fut confiée à 2 hommes, le concepteur Vassili Alexeyevitch Dekhtiariov et le concepteur Sergueï Gavrilovitch Simonov. Le délai accordé, 1 mois. Pas 6 mois, pas 1 an, pas le cycle de conception standard de plusieurs années.
30 jours pour créer une arme capable d'arrêter les chars allemands aux portes de Moscou. Dans les rues, des panneaux indiquant la distance jusqu'à la capitale brûlaient. À la radio passaient des bulletins d'information qui glaçaient le sang. Les concepteurs entendaient tout cela. Ils comprenaient qu'ils ne travaillaient pas pour un concours ni pour une prime. Ils travaillaient pour que le pays survive. Et ils se mirent immédiatement à l'ouvrage. Vassili Alexeyevitch Degtiariov était en juillet 1941 déjà une légende vivante de l'armement soviétique. Derrière lui, des décennies de travail à Toula et à Kovrov, un pistolet mitrailleur portant son nom, une mitrailleuse légère, des systèmes aviation et des systèmes pour chars. Il avait débuté comme apprenti dans une manufacture d'armes sous l'époque tsariste, traversé la Révolution, la guerre civile, la famine et les purges, et pendant tout ce temps avait continué à concevoir. Degtiariov était dans sa 61e année, mais il restait en activité et son nom dans l'école soviétique de l'armement était prononcé avec ce respect particulier que l'on réserve aux hommes qui ont accompli quelque chose de vraiment important et de vraiment concret. Sergueï Gavrilovitch Simonov était plus jeune et avide de travail. Issu d'une famille paysanne du gouvernement de Vladimir, il s'était frayé un chemin jusqu'au rang de concepteur par l'atelier d'ajustage, l'auto-formation et l'entêtement. À l'aube de la guerre, il avait derrière lui le fusil semi-automatique AVS-36, le premier fusil semi-automatique soviétique adopté par l'armée. L'arme s'était révélée controversée, complexe à fabriquer et capricieuse à entretenir. Simonov avait été critiqué, ses concurrents l'avaient poussé de tous côtés et en 1941, il se retrouvait dans l'ombre de Tokarev dont le SVT avait évincé l'AVS de l'armée. La mission de concevoir un fusil anti-char représentait pour lui une chance de prouver qu'il n'avait pas dit son dernier mot. 22 jours. Voilà tout ce dont disposaient Degtiariov et Simonov pour passer d'une feuille blanche à une arme fonctionnelle, testée et prête à être présentée à une commission d'État. Dans n'importe quel pays en temps de paix, un tel délai aurait été jugé absurde. En juillet 1941, avec les blindés allemands à moins de 500 km de Moscou, ce délai était une réalité à laquelle les deux hommes n'avaient pas le droit de se soustraire. Simonov avait une longueur d'avance sur son concurrent dans un domaine précis. Il ne partait pas de zéro. Il prit les solutions techniques déjà éprouvées dans son fusil semi-automatique AVS-36, le mécanisme à emprunt de gaz, le principe de fonctionnement de l'automatisme, la disposition générale des pièces, et les adapta à un calibre bien plus puissant, 14,5 mm. Ce n'était pas une copie, mais une extrapolation raisonnée. Simonov savait que le temps manquait pour expérimenter des solutions inconnues, et il exploita au maximum ce qu'il maîtrisait déjà. Son fusil héritait ainsi d'un chargeur de 5 cartouches alimenté par paquet. Une lame chargeur s'insérait par le dessous en un seul geste et l'arme était immédiatement prête à tirer. Cette cadence de tir supérieure était son argument principal face à la commission. Degtiariov, lui, choisit la voie opposée avec une logique implacable. Il conçut son fusil pour être fabriqué en série par des usines peu équipées, sur des machines-outils simples, par des ouvriers qui n'avaient jamais touché à ce type d'armement. L'arme était monocoup. Après chaque tir, la culasse s'ouvrait automatiquement et éjectait la douille. Mais le servant devait introduire la cartouche suivante à la main. Aucun chargeur, aucun mécanisme à gaz, aucune pièce complexe à usiner avec précision. Ce que Degtiariov sacrifiait en cadence de tir, il le gagnait en simplicité de production et en fiabilité absolue. Son raisonnement était celui d'un homme qui pensait non seulement à l'arme, mais à l'échelle. Combien d'exemplaires le pays pourrait-il fabriquer par mois? Et cette question-là, en juillet 1941, était aussi cruciale que la question de la pénétration du blindage. 22 jours après avoir reçu leur mission, les deux concepteurs présentèrent leur prototype fonctionnel à la commission d'État. Le résultat était presque inconcevable, même selon les critères du temps de guerre. Le cycle normal de développement d'une arme individuelle se comptait en années. Là, les deux hommes avaient livré non pas des maquettes ni des esquisses, mais des armes capables de tirer, de s'alimenter et de percer du blindage réel. La commission examina les deux modèles avec rapidité. Les deux fusils fonctionnaient, les deux perçaient le blindage. Les deux étaient aptes à être mis en service. Dans la pratique soviétique de l'armement, il était rarissime que deux modèles concurrents soient adoptés simultanément, mais c'est exactement ce qui se produisit.
Le fusil de Degtyaryov reçut la désignation Protivotankovoye Rujio Degtyaryova, que nous lirons sous la forme PTRD. Celui de Simonov devint le PTRS. Les deux partageaient le même calibre, mais différaient sur presque tout le reste. Le PTRD pesait environ 17 kg et se démontait en deux parties pour être porté par deux hommes. Sa longueur totale atteignait 2 mètres. Le PTRS était plus lourd d'environ 3 kg et 600 g, plus encombrant, mais son chargeur de 5 cartouches lui permettait une cadence de tir nettement supérieure. Là où l'équipage du PTRD réussissait 2 ou 3 tirs précis, celui du PTRS pouvait en placer 5. Dans un engagement contre un char en mouvement, cette différence pouvait décider de l'issue du combat. Au cœur de l'efficacité des deux armes se trouvait la cartouche de calibre 14,5 mm. L'étui mesurait 114 mm de long. La charge propulsive accélérait le projectile à une vitesse initiale d'environ 1000 mètres par seconde, soit à peu près le double d'une balle de fusil standard. L'énergie libérée à la bouche du canon était comparable à celle d'un obus de petit calibre. Ce n'était plus un fusil au sens traditionnel, c'était un canon personnel qu'un homme pouvait porter sur son épaule. Mais la vitesse seule ne suffisait pas à percer un blindage de 30 ou 40 mm. C'est là qu'intervint une solution métallurgique venue des laboratoires soviétiques des années 20. La cartouche spéciale BS-41, pour noyau perforant 41, employait un noyau fabriqué en pobédite, un alliage dur à base de tungstène et de cobalt, mis au point par des métallurgistes soviétiques. Le pobédite était si dur qu'il tranchait l'acier comme un couteau tranche du bois. Au moment de l'impact contre le blindage, le noyau ne s'écrasait pas et ne se fragmentait pas. Il traversait le métal en conservant sa forme et sa vitesse. Derrière le blindage, il devenait un éclat meurtrier capable d'enflammer le carburant, de déclencher l'explosion des munitions ou de tuer l'équipage. À 100 mètres de distance, la cartouche BS-41 perçait un blindage de 40 mm à angle droit. À 300 mètres, ce chiffre descendait à environ 35 mm. Les données peuvent sembler modestes, mais il faut les replacer dans leur contexte. Les principaux chars allemands de 1941 présentaient un blindage frontal de 30 à 40 mm et un blindage latéral et arrière encore plus mince. Un tir dans le flanc, la poupe ou la tourelle à moins de 300 mètres signifiait pour la plupart des véhicules de la Wehrmacht une perforation certaine. Pas une destruction garantie, mais une perforation, et la suite dépendait de l'endroit précis où le noyau avait pénétré. La production en série débuta dès septembre 1941. Les usines se reconvertirent en plein mouvement. Les ouvriers apprirent les nouvelles pièces lors de nuits de travail ininterrompues. La simplicité du PTRD joua ici un rôle décisif. L'usine de Kovrov livra ses premières armes de série en octobre. Avant la fin de l'année, l'armée avait reçu plusieurs milliers d'exemplaires du PTRD et les premières livraisons du PTRS, plus complexes à fabriquer. Les caisses sentant la graisse fraîche partaient directement du quai de chargement vers le front de Moscou, où les soldats attendaient ces armes depuis octobre. Le 7 novembre 1941, des colonnes de soldats soviétiques défilèrent sur la place rouge. Le défilé commémorant l'anniversaire de la Révolution se tenait en dépit de tout. L'ennemi était à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, des batteries antiaériennes montaient la garde dans le ciel, et Staline prononça son discours depuis la tribune du mausolée. Dans les rangs figuraient des binômes portant les nouveaux fusils anti-chars. La plupart de ces soldats n'avaient jamais vu un char allemand en vrai. Certains tenaient leur arme en main depuis quelques jours à peine. Directement depuis le défilé, les colonnes s'élancèrent vers le front. Le 9 novembre 1941, les premiers fusils anti-chars soviétiques tirèrent au combat pour la première fois. Mais c'est 7 jours plus tard que tout bascula. Le 16 novembre, dans le secteur de Volokolamsk, au nord-ouest de Moscou, les équipages de fusils anti-chars employèrent leurs armes pour la première fois de manière massive et coordonnée contre une attaque blindée réelle. Le village de Chiryayevo entra ce jour-là dans les archives militaires soviétiques. Quand les combats se turent et que les équipages sortirent de leur position, ils comptèrent 10 chars allemands détruits et plusieurs véhicules blindés hors de combat. Sur la coque de certaines machines, les inspecteurs dénombrèrent jusqu'à 5 perforations distinctes.
Les servants des PTR n'avaient pas seulement arrêté une attaque, ils avaient méthodiquement découpé les flancs et les poupes des blindés allemands, tir après tir, en changeant d'angle à chaque fois. La nouvelle se répandit sur le front avec une rapidité que les liaisons radio n'auraient pas pu égaler. L'infanterie soviétique, qui affrontait les chars depuis des mois avec des grenades et des cocktails incendiaires, apprit qu'il existait désormais une arme capable de brûler le blindage à distance de tir direct. L'effet psychologique fut au moins aussi important que l'effet tactique. Mais en même temps, la réalité du métier de servant anti-char se révéla dans toute sa brutalité. S'allonger dans une tranchée gelée ou directement dans la neige, poser devant soi 17 kg de métal froid, enfoncer la crosse contre l'épaule et attendre. Attendre que la machine d'acier de 20 tonnes et plus s'approche suffisamment. 300 mètres, 200, 100. Le char grossit dans le viseur, le sol tremble sous les chenilles, la tourelle pivote à la recherche d'une cible. Il faut rester immobile, ne pas trahir la position, attendre que le flanc ou la poupe se présente sous le bon angle, et seulement alors tirer. Un tir manqué à cette distance signifiait une mort quasi certaine. L'éclair du coup démasquait la position en une fraction de seconde, et le char tournait son canon vers la source du tir ou cherchait à écraser l'équipage sous ses chenilles. Un impact sur le blindage frontal sous un mauvais angle donnait un ricochet, et le même résultat. Seul un tir précis dans une zone vulnérable offrait une chance de survivre et de détruire la machine. Les servants anti-chars l'avaient compris dès leurs premiers engagements. La science du tir précis s'apprenait vite, sous peine de mort. Il ne s'agissait pas de viser le char en général, il fallait choisir un point précis. Un impact dans le flanc au niveau du compartiment moteur donnait une chance d'enflammer le groupe propulseur ou le réservoir de carburant. Un tir dans la tourelle pouvait bloquer le mécanisme de rotation ou neutraliser le pointeur. Un coup dans la poupe, la zone la plus vulnérable de la quasi-totalité des chars allemands de l'époque, provoquait presque systématiquement un incendie. Un équipage expérimenté transformait le fusil anti-char en instrument chirurgical. Un équipage inexpérimenté égratignait le blindage et signalait sa position à l'ennemi. Le commandement soviétique sélectionnait les servants anti-chars avec soin. On cherchait des hommes aux nerfs solides et à l'œil exercé. Des chasseurs, des tireurs sportifs, des soldats capables d'attendre sans paniquer. La formation était brève. Quelques séances de démontage et de remontage, quelques tirs sur cible fixe et au combat. La vraie formation se faisait sous le feu. En décembre 1941, lors de la contre-offensive soviétique devant Moscou, les fusils anti-chars firent leurs preuves dans un contexte offensif. Les servants progressaient avec l'infanterie, la couvrant contre les véhicules blindés et les chars que les Allemands utilisaient comme point d'appui mobile lors de leur repli. Le PTRS, avec son chargeur de 5 cartouches, s'avéra particulièrement précieux dans ces conditions. L'équipage pouvait rapidement transférer le feu d'une cible à une autre sans perdre le rythme de l'avance. Durant l'hiver 1941 à 1942, les servants anti-chars employèrent leurs armes contre des cibles pour lesquelles elles n'étaient pas officiellement prévues. Ils tirèrent sur des nids de mitrailleuses installés dans des bâtiments en maçonnerie. Le projectile de 14,5 traversait sans effort plusieurs rangées de briques et les rondins d'un abri en bois. Des colonnes de camions chargés de munitions furent prises à partie depuis des distances de sécurité. Un seul servant avec un PTRS pouvait à lui seul perturber le ravitaillement d'une compagnie allemande en décimant une colonne de véhicules. Des postes de commandement installés dans des fermes furent mis hors de combat par des tirs perforants à travers les murs. La résistance au froid constituait un avantage décisif que les concepteurs n'avaient pas nécessairement anticipé, mais qui se révéla déterminant sur le terrain. Les températures sous Moscou cet hiver-là descendirent jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. Les mécanismes complexes se bloquaient, la graisse épaississait, les armes automatiques tombaient en panne. Le PTRD, avec son nombre minimal de pièces mobiles, fonctionnait dans ces conditions sans problème notable. Le PTRS était plus exigeant à l'entretien, mais il montrait une fiabilité acceptable pour peu que les servants en prennent soin correctement. Les hommes apprirent à démonter et à nettoyer leurs armes même dans l'obscurité, par grand froid, avec des mitaines aux mains. La production pendant ce temps montait en puissance de mois en mois.
À la fin de la campagne hivernale 1941 à 1942, l'armée soviétique disposait déjà de dizaines de milliers de fusils anti-chars. L'arme conçue en 22 jours dans la panique du repli était devenue un équipement standard et familier. Les servants anti-chars avaient trouvé leur place dans les formations d'infanterie. 2 hommes par arme, un tireur et un chargeur, souvent des binômes qui s'étaient choisis eux-mêmes et refusaient d'être séparés. Mais l'ennemi n'était pas statique. Dès le milieu de l'année 1942, le commandement allemand tira les leçons de ses pertes et fit évoluer sa doctrine blindée. De nouveaux véhicules commencèrent à apparaître sur le front Est, des machines dont le blindage dépassait largement ce que le projectile de 14,5 pouvait espérer percer de face. Le temps des cibles faciles touchait à sa fin et les servants anti-chars allaient devoir affronter une réalité radicalement différente dans les mois qui suivirent. À Stalingrad, à l'été 1942, la guerre changea de visage. Ce n'était plus la steppe ouverte où un équipage anti-char pouvait choisir son angle de tir et se replier dans l'obscurité. C'était la ville, les immeubles éventrés, les caves effondrées, les ruelles où 2 lignes de front se regardaient à travers un mur de briques. Dans cet environnement, les règles du tir anti-char étaient à réécrire entièrement. Les chars lourds allemands qui commençaient à apparaître en nombre posaient un problème que les servants anti-chars ne pouvaient plus ignorer. Le Panzerkampfwagen 6, que les Allemands appelaient Tiger, le Tigre, portait un blindage frontal de 100 mm. Même à bout portant, le projectile de 14,5 mm rebondissait sur cette surface comme une pierre sur du béton armé. Le Panzerkampfwagen 5, la Panthère, présentait un blindage frontal pouvant atteindre 80 mm incliné, une combinaison d'épaisseur et d'angle qui rendait toute perforation frontale illusoire. Les servants qui l'ignoraient et tiraient en face payèrent cette erreur de leur vie. Mais Stalingrad n'était pas le front de steppe. Les chars lourds y perdaient une grande part de leur avantage. Ils ne pouvaient pas manœuvrer librement, ils ne pouvaient pas utiliser leur portée à pleine efficacité et surtout, ils ne pouvaient pas protéger leurs flancs et leurs poupes dans un labyrinthe de décombres. Les servants anti-chars expérimentés l'avaient compris rapidement. Ils ne cherchaient plus à engager les tigres de face. Ils les laissaient passer, attendaient que la poupe se présente et tiraient à moins de 50 mètres. À cette distance et sous cet angle, le blindage arrière d'un Tigre atteignait 80 mm, ce qui le rendait hors de portée du 14,5 dans la quasi-totalité des cas. Mais les flancs et la poupe des automoteurs et des half-track légers, eux, demeuraient vulnérables, devenaient accessibles au BS-41. Ce n'était pas une tactique confortable, c'était une tactique de survie. La véritable spécialisation des fusils anti-chars à Stalingrad fut cependant ailleurs. Les automoteurs d'infanterie, les véhicules semi-chenillés blindés, les voitures blindées de reconnaissance, tous ces véhicules dont le blindage restait dans des limites raisonnables, devinrent les cibles prioritaires des PTR dans les rues de la ville. Un half-track perforé stoppait net une colonne d'infanterie motorisée. Une voiture blindée neutralisée bloquait un carrefour stratégique. Les servants anti-chars devinrent des chasseurs de véhicules secondaires autant que des tueurs de chars. L'emploi des PTR contre les positions de mitrailleuses en bâtiment atteignit son apogée dans les combats urbains de Stalingrad. Une mitrailleuse installée derrière une fenêtre murée ou dans une cave pouvait interdire une rue entière à l'infanterie d'assaut. Le projectile de 14,5 traversait plusieurs rangées de briques, les sacs de sable, les madriers de renfort et atteignait les servants à l'intérieur. Pour les unités qui tentaient de prendre pied dans un immeuble tenu par l'adversaire, avoir un PTR-S capable de nettoyer les embrasures depuis la rue représentait une différence entre l'avance et le blocage total. C'est également dans ce contexte que l'emploi des fusils anti-chars contre les aéronefs prit une ampleur inattendue. Il n'existait aucune directive officielle à ce sujet dans les premiers temps, mais sur le terrain, les servants tiraient sur les avions à basse altitude depuis les premiers mois de la guerre. En 1942, quand l'aviation allemande dominait le ciel de façon quasi absolue, les équipages de PTR élevèrent leurs canons vers les appareils en approche de bombardement. Les résultats étaient modestes. Toucher un avion en mouvement rapide avec une arme dépourvue de hausse antiaérienne relevait de l'exploit. Pourtant, quelques cas confirmés de destruction d'aéronefs allemands par des tirs de PTR figurent dans les documents militaires soviétiques de cette période. Le simple fait que des soldats tentaient ce type de tir en dit long sur l'état d'esprit des hommes qui tenaient ces armes.
La production de fusils antichars atteignit son sommet en 1943. Cette année-là, les usines soviétiques livrèrent des centaines de milliers d'exemplaires des deux modèles. Mais c'est aussi en 1943 que la courbe commença à s'inverser. L'armée soviétique recevait en quantité croissante des canons antichars tractés, des lance-roquettes antichars et des engins blindés d'appui. Le rôle du PTR dans la défense antichar recula progressivement, non pas parce que l'arme était devenue mauvaise, mais parce que l'adversaire avait changé. Les concepteurs allemands avaient fait leur travail en tenant compte des pertes infligées par les servants soviétiques et les nouveaux véhicules de la Wehrmacht sortaient d'usine avec un blindage pensé pour résister précisément à ce type de tir. Pourtant, la bataille de Koursk en juillet 1943 offrit aux PTR une dernière démonstration de leur utilité dans la défense en profondeur. Les lignes soviétiques avaient été préparées pendant des semaines. Tranchées, champs de mines, positions antichars superposées sur des dizaines de kilomètres. Dans ce dispositif, les fusils antichars occupaient les premières lignes, chargés de neutraliser les véhicules légers de reconnaissance et les automoteurs qui précédaient les vagues blindées principales. Quand les chars lourds arrivèrent, les PTR se concentrèrent sur leurs chenilles, leurs optiques, leurs antennes, tout ce qui pouvait être endommagé sans nécessiter de perforer un blindage épais. Un char immobilisé par une chenille brisée devenait une cible fixe pour l'artillerie antichar lourde. Cette coopération entre les différents échelons du dispositif antichar soviétique fut l'une des raisons de l'échec de l'offensive allemande sur le saillant de Koursk. Les servants antichars qui survécurent à Koursk étaient des hommes d'une trempe particulière. Certains avaient commencé la guerre sous Moscou en novembre 1941, 2 ans de front, 2 ans de position en avant des lignes, 2 ans à attendre le grondement des chenilles. Ils connaissaient chaque modèle de véhicule blindé allemand à sa silhouette, à son bruit de moteur, à la forme de sa tourelle dans la fumée. Ils savaient d'instinct à quelle distance tirer, quel angle choisir, combien de temps ils disposaient avant de changer de position. Ce savoir-faire ne s'enseignait pas dans une école militaire, il s'acquérait dans les tranchées glacées et les ruines fumantes, au prix d'une expérience que beaucoup n'avaient pas survécu à accumuler. Le 26 septembre 1943, le Dniepr était en feu. Les fusées éclairantes allemandes transformaient la nuit en jour livide au-dessus du fleuve, et les obus coupaient l'eau en geysers d'écume noire. Des radeaux de fortune, des barques de pêcheurs, des troncs d'arbres liés à la hâte, tout ce qui pouvait flotter servait à traverser. Les hommes du peloton de fusils antichars du 78e régiment de fusiliers de la garde s'accrochaient à leurs armes au-dessus de l'eau glacée, sachant que s'ils les perdaient, ils arriveraient sur l'autre rive sans rien pour tenir le terrain. Leur commandant s'appelait Nikolai Prianichnikov. Il avait un peu plus de 20 ans, il n'avait pas été choisi pour cette mission parce qu'il était le plus décoré ou le plus ancien. Il avait été choisi parce qu'il savait placer ses équipages là où il pouvait faire le plus de dégâts avec le moins d'espace possible, et parce que ses hommes le suivaient sans hésitation. Quand les premiers éléments atteignirent la rive occidentale du Dniepr, Prianichnikov n'attendit pas que le périmètre soit consolidé. Il désigna les positions à la voie, dans l'obscurité, sous le feu, et les équipages creusèrent dans le sol gelé avec leurs mains et leurs baïonnettes. La tête de pont était minuscule, quelques centaines de mètres de terrain arrachés à l'adversaire, sans artillerie, sans chars, sans liaison radiostable avec l'autre rive. L'infanterie allemande contre-attaqua dès l'aube, appuyée par des blindés. Prianichnikov avait disposé ses paires de servants de manière à couvrir tous les axes d'approche vers le bord du fleuve. Quand les premiers véhicules blindés s'avancèrent à portée utile, les PTR ouvrirent le feu simultanément depuis plusieurs positions. Le premier char prit plusieurs impacts dans le flanc et se mit à fumer. Le second s'enflamma quand un projectile atteignit son réservoir de carburant. Les équipages qui tentèrent de s'échapper furent neutralisés par le feu des fantassins. Les autres blindés amorcèrent un repli, craignant d'essuyer le même sort. L'attaque s'éteignit, la tête de pont tint. Dans les jours qui suivirent, d'autres unités soviétiques traversèrent le Dniepr sur ce point d'appui que Prianichnikov et ses hommes avaient payé de leur sang pour conserver. Pour ce combat, Nikolai Prianichnikov reçut le titre de héros de l'Union soviétique. L'arme qu'il avait utilisée pour tenir ce bout de rive avait été conçue 2 ans plus tôt, en 22 jours, dans la panique d'un recul général. Elle avait parcouru le chemin depuis les neiges de la banlieue moscovite jusqu'aux rives du Dniepr, et elle n'avait pas encore dit son dernier mot.
En janvier 1945, la production des PTRD et PTRS fut officiellement arrêtée. À ce moment, l'armée soviétique disposait encore d'environ 40 000 exemplaires en service actif, contre près d'un demi-million au pic de la production. Les unités de servants anti-chars qui subsistaient avaient vu leurs effectifs fondre depuis 1943, remplacés progressivement par des artilleurs et des équipages de lance-roquettes. Mais les hommes qui restaient avec leurs fusils continuaient à se battre, et ils allaient trouver dans les dernières semaines de la guerre un terrain où leurs armes redevenaient redoutables. Les combats urbains de Prusse orientale, puis de Pologne, puis d'Allemagne elle-même, restituèrent aux PTE une partie de leur utilité perdue. Dans les villes réduites en décombres, les blindés lourds perdaient à nouveau leur liberté de manœuvre. Les half-track, les voitures blindées légères, les automoteurs d'infanterie pullulaient dans les colonnes allemandes en retraite, et contre eux, le projectile de 14,5 restait pleinement efficace. Les servants anti-chars progressaient avec les unités d'assaut, nettoyant les positions fortifiées dans les sous-sols et les étages inférieurs des immeubles, perçant les murs pour atteindre les servants de mitrailleuses retranchés derrière la maçonnerie. À Berlin, en avril et mai 1945, les derniers PTR tirèrent dans les rues que Degtyaryov et Simonov n'auraient probablement jamais imaginé atteindre quand ils travaillaient dans leurs ateliers en juillet 1941. Le Reichstag, la chancellerie, les gares ferroviaires transformées en forteresses, chacun de ces points d'appui fut approché par des unités d'assaut dans lesquelles des servants anti-chars occupaient encore leur place. Contre les positions allemandes installées dans des bâtiments en pierre épaisse, le 14,5 demeurait l'outil le plus simple et le plus direct pour ouvrir une brèche sans attendre l'artillerie lourde. Les derniers coups de feu des PTR retentirent en mai 1945 à Prague, où les combats se prolongèrent jusqu'aux dernières heures du conflit en Europe. Des unités allemandes en repli tentèrent de traverser la ville pour se rendre aux forces occidentales plutôt qu'à l'armée soviétique. Des blindés légers ouvraient la route. Les servants anti-chars soviétiques qui se trouvaient là n'avaient pas eu l'ordre de laisser passer, et ils ne laissèrent pas passer. Ce furent parmi les derniers tirs de combat de cette arme sur le sol européen. Degtyaryov ne vit pas la fin de la guerre depuis le front. Il était resté à son poste de concepteur, supervisant la production et travaillant sur de nouveaux projets. Il mourut en 1949, salué comme l'un des artisans de la victoire soviétique. Simonov lui survécut de plusieurs décennies et continua à concevoir. Son fusil semi-automatique SKS, mis au point en 1945, devait connaître une diffusion mondiale bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Mais ni l'un ni l'autre n'oublia jamais ces 22 jours de juillet 1941, quand tout s'était joué sur une table de travail dans une usine dont les fenêtres donnaient sur un ciel de guerre. Le calibre 14,5 mm, lui, ne disparut pas avec la fin des PTR. Il fut repris dans les mitrailleuses lourdes soviétiques de l'après-guerre et il équipe encore aujourd'hui des véhicules blindés légers et des armes de précision à longue portée dans de nombreuses armées. Le projectile conçu pour percer le blindage des Panzers en 1941 continue à traverser des blindages modernes à des distances que les servants des premières heures n'auraient pas pu concevoir. C'est peut-être là la véritable longévité de cette histoire, non pas dans les musées où reposent quelques exemplaires de PTRD et de PTRS sous leur housse de conservation, mais dans la cartouche elle-même, qui n'a jamais cessé de voler. Si cette histoire vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quel aspect vous a le plus marqué. Le génie de la conception en 22 jours, la bravoure des servants anti-chars ou la traversée du Dniepr sous le feu. Likez la vidéo si vous souhaitez soutenir le canal et abonnez-vous à l'Arsenal de l'Histoire pour ne manquer aucun épisode. Chaque semaine, une nouvelle arme, une nouvelle époque, une nouvelle histoire qui mérite d'être racontée.